avec mes explications. Donc, voilà, effectivement, c'est un très, très gros et grand sujet, le travail autour d'une marque, le travail de développement. Donc, bon, on a déjà vu, donc si jamais vous avez des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à vous envoyer un petit mot via la discussion. Si jamais on voit que ça coupe, on va peut-être vous demander d'enlever la vidéo parce que parfois, quand on est trop nombreux, en fait, on arrive à avoir des difficultés quand il y a trop de vidéos allumées. Mais pour le moment, vous pouvez laisser et on vous dira si besoin. Voilà, je vais commencer par présenter Antea. Antea, c'est une agence de développement pour les marques de savoir-faire. Antea, ça veut dire la bonne manière de faire le savoir-faire en basque. Et cette agence que j'ai créée il n'y a pas très longtemps a pour objectif, en fait, de amplifier l'impact des entreprises à travers les techniques des startups. Donc, notamment dans le domaine du branding, du marketing digital et aussi au niveau international. Peut-être un petit mot sur moi. Donc, moi, je suis depuis toujours un peu entre le marketing et la communication, mais aussi les métiers d'art. Donc, j'ai une formation initiale de joaillère contemporaine que je fais en Allemagne. Et après, j'ai travaillé dans différents ateliers de créateurs en Allemagne, en France à Paris, mais aussi au Brésil, avant de commencer à vraiment travailler le marketing et la communication au sein de la société Samod qui fabrique les luminaires. C'est une société familiale française qui a presque 100 ans et pour qui j'ai dirigé en fait la refonte de l'image de cette entreprise qui était de tradition. Et notamment, on a mis aussi en place, on a créé une nouvelle marque d'éclairage design qui s'appelle Samod Studio. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, je travaille sur l'amplification de l'artisanat d'art. Et l'objectif de ce webinaire, c'est, dans un premier temps, bien sûr, le partage et la transmission, en fait, de vous expliquer un peu cette notion de la marque et comment on peut la travailler. Mais bien sûr, je suis à votre disposition pour du conseil ou de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas de me contacter par la suite si vous avez envie d'échanger avec moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est une marque? Donc, une marque, la notion, elle est assez difficile à cerner. C'est vraiment intangible, difficilement mesurable, mais c'est une notion très, très importante. Donc, on a différentes marques. On a des marques d'entreprise. En fait, ça peut être une marque ombrelle qui englobe une entreprise, mais différentes marques. Et après, on peut avoir des marques créateurs pour des personnes qui travaillent peut-être seules, qui ont un studio de création ou qui travaillent avec une toute petite équipe, mais où la marque va se fonder complètement sur leur personne. Et après, on peut avoir même des marques produits, en fait, où on a une grande maison mère, où on a une gamme de produits ou un produit tout seul qui a une propre marque pour laquelle on peut se permettre plus de liberté que si on allait ne pas construire une marque spécifique autour d'elle. Donc, qu'est-ce que c'est une marque? En fait, qu'est-ce qui compose une marque? C'est tout ce qui est visible pour le consommateur fait partie de l'image de marque. Donc, c'est d'un côté l'identité visuelle, donc on peut le ton, le style, la façon de parler. C'est la présence digitale. Et la présence digitale, aujourd'hui, elle est interactive. Donc, ce n'est pas uniquement vous qui allez parler de vous, mais en fait, sur le web, on a beaucoup aussi vos clients ou vos followers qui vont parler de vous. Donc, tout ça construit votre image de marque, votre offre, bien sûr, tous vos produits, les services que vous proposez aux clients, les équipes en interne. Donc, comment un salarié chez vous va parler de votre marque, va parler de votre entreprise,
mais aussi les boutiques, les représentants que vous choisissez. Donc, il y a vraiment tout ce qui est visible d'une marque qui fait partie de l'image de marque. Il faut être assez vigilant, il faut vraiment regarder, prendre soin de tout pour que l'image soit cohérente et soit surtout positive. Voilà. À quoi ça sert, en fait? Pourquoi on a besoin de travailler sa marque? Donc, ce caractère justement un peu d'ingentilité, difficilement qu'on a du mal à cerner une marque, en fait, souvent, ça implique que les gens pensent que c'est pas très important, mais au contraire, c'est très, très important. Elle fait vraiment, la marque, elle fait vraiment partie du capital d'une entreprise. Et cette marque, elle intervient directement sur la décision d'achat d'un client. Elle intervient directement sur les revendeurs. Donc, est-ce qu'une boutique va vouloir travailler avec vous ou non? Sur le recrutement de nouvelles personnes qui veulent peut-être travailler chez vous. Donc, c'est vraiment très important de faire attention à sa marque. Et donc, si on regarde les différents détails, donc une marque, elle donne du sens. Et elle donne du sens, c'est-à-dire elle se construit autour d'une mission, elle se construit autour d'un pourquoi, d'un why. Et en fait, ce sens-là, il permet que le client va s'identifier avec vos produits, avec les différentes actions que vous allez mener, avec la marque en général. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire adhérer le client, mais aussi à le fidéliser. Au deuxième point, la marque, c'était un repère dans la jungle des produits, dans la jungle de la consommation d'aujourd'hui. Et elle inspire confiance parce qu'elle est l'assurance pour la qualité des produits. Et en dernier point, elle donne de la valeur, mais surtout, elle valorise le consommateur parce que à travers les différentes possibilités qu'on a aujourd'hui, en fait, d'adhérer, en fait, les marques aujourd'hui, ils permettent à l'utilisateur et au consommateur, en fait, de faire partie d'une communauté. Donc, à travers le logo ou à travers d'autres symboles, en fait, ils affichent la marque, ils font partie d'une communauté. Et ça les valorise, en fait. On le connaît tous. Chez les jeunes, il y a une marque de chaussures de sport qui, d'un coup, est in. Donc, tout le monde a ses tennis, tout le monde a ces chaussures-là. Ils appartiennent tous au même groupe. Et ça, c'est valable pour tout type de marque, dans tout secteur, dans tout domaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous? En fait, qu'est-ce que vous permet cette marque? Elle permet surtout de vous différencier parce que aujourd'hui, c'est important. En fait, il faut que vous soyez unique. Il ne faut pas que vous soyez perçu comme quelqu'un qui fait absolument la même chose que le voisin. Donc, c'est à travers de ce travail de marque que vous pouvez vous différencier. Vous pouvez en fait, on a aujourd'hui cette différenciation, elle est très, très importante. Et c'est pour ça que c'est important de travailler en fait, la mission et le sens, le sens de sa marque. Elle permet aussi d'adhérer aux personnes. Donc, du coup, vous allez pouvoir les fidéliser. Et les experts de marketing, ils se sont alignés sur le fait que, en fait, si vous avez 5% de clients fidèles en plus, ça peut vous augmenter vos profits de presque de plus que 90%. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, le client fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de vous, il va continuer à venir chez vous, à acheter vos produits, même si c'est des produits d'investissement. En fait, peut-être il ne va pas s'en acheter un tous les mois ou tous les ans, mais peut-être tous les 5 ans, il va vouloir encore un de vos produits. Il y aura une nouvelle occasion, il va revenir vers vous. Et en même temps, il va travailler pour vous parce qu'il va en parler à tous ses copains. Il va peut-être aussi les convaincre de venir chez vous et d'acheter vos produits.
Et bien sûr, un point important quand même, c'est un travail de marque qui est bien fait. Il crée de la valeur et il lui donne de la visibilité et surtout, il permet aussi de justifier votre prix. Donc, c'est un vrai élément de décision au moment de l'achat. Et si vous l'avez bien travaillé, dans ce cas-là, vos ventes ils vont augmenter. Si on regarde la vraie importance de la marque, donc aujourd'hui, on a 43% des Français qui prennent la réputation des entreprises en compte lors d'un achat, selon le Sillon OpinionWay, un institut de recherche. Et on peut dire que l'image de marque a autant d'importance que le produit en lui-même au moment d'une décision d'achat. Donc, c'est très important, j'insiste un peu dessus, mais c'est vraiment très important. La marque, c'est vraiment le pilier des entreprises. Et elle doit être vue comme un investissement de base. Quand vous créez une marque, quand vous créez une entreprise, la stratégie de marque, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte comme toute autre démarche administrative quand vous créez une entreprise. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dès le départ. Mais ce n'est pas uniquement au moment de la création de l'entreprise qu'on doit réfléchir à ça, parce que en fait, c'est vraiment quelque chose qui évolue avec votre entreprise et avec le marché. Donc, même quand vous voulez redonner un nouveau souffle, quand vous avez l'impression que vous avez besoin de renouveau, on peut faire ce travail autour de la marque. Et de toute façon, c'est vraiment quelque chose de vivant. Donc, tous les 2 ans, il faut se reposer un peu les bonnes questions et regarder est-ce que je suis encore en phase avec ce que je fais jusqu'à maintenant ou pas. Je vais juste rapidement parler d'un exemple que vous connaissez peut-être, la marque Gemio, qui a révolutionné le marché de la haute joaillerie qui a commencé il y a 10 ans. Et au début, ils étaient beaucoup sur le marché du mariage, donc sur les bagues de fiançailles, sur les alliances. C'était vraiment leur cœur de cible. Ils ont travaillé pendant longtemps autour de ça. Et aujourd'hui, ils ont eu en fait leurs clients qui ont pris de l'âge. Donc ça fait 10 ans. Ils ont évolué. Ils ont peut-être eu des enfants. Ils ont eu des réussites professionnelles. Et aujourd'hui, ils sont en train de se adapter un peu et de travailler plutôt autour de toutes ces occasions de la vie, en fait, pour marquer un peu ces différents événements. Et ils ont lancé là récemment un hashtag qui s'appelle Become Who You Are, donc devenez ce qui vous êtes. Et ça montre justement cette évolution, cette adaptation qui doit avoir lieu régulièrement parce que le marché autour de vous, il est vivant et vos clients, ils évoluent. Donc, la marque aussi, automatiquement, elle va évoluer. Si on regarde un peu de plus près les marques savoir, donc les spécificités, donc les valeurs qu'on retrouve un peu pour toutes ces marques de savoir-faire, il y a un vrai attachement au savoir-faire et à l'intelligence de la main. Donc, c'est la matière qui est travaillée, c'est l'authenticité. Il y a souvent la production ou la technologie, la nouvelle technologie qui peut être intégrée, mais ça n'empêche pas que cette intelligence de la main et le contact avec la matière est très, très important. Et moi, je dirais, c'est une richesse. Il ne faut pas être fermé. Il faut rester ouvert pour intégrer des nouvelles technologies, mais surtout, il faut rester authentique. Donc, il faut rester fidèle à ses origines. Et justement, c'est l'importance de ces histoires et de ces origines. C'est vraiment un capital que vous avez à votre disposition et qui vous permet en fait de bâtir votre marque dessus. Souvent, les marques du savoir-faire, ils ont une approche plutôt globale. Donc, en fait, ils fabriquent les produits de A à Z. Ils ne sont pas juste un intermédiaire. Ils ont une vraie expertise sur laquelle ils peuvent bâtir et sur laquelle ils peuvent se positionner. Voilà. Après, il y a
c'est pas facile, hein, c'est les entreprises de savoir-faire, c'est des entreprises qui ont des valeurs très fortes et qui se sont bâties sur une croissance lente, sur les acquis et sur les propres moyens. C'est pas des marques en fait qui lèvent des fonds par millions. Et voilà, donc du coup, l'évolution, elle est plus lente, mais ça n'empêche pas que c'est tout à fait des marques qui ont un vrai avenir et qu'on peut adapter à ce monde du futur. Voilà. Après, il y a souvent pas beaucoup d'affinité avec le monde du digital, le marketing, le commercial. Donc, ça, c'est un peu un élément pour lequel voilà, il faut s'associer avec les bonnes personnes pour pouvoir se concentrer pleinement sur son propre savoir-faire. Voilà. Si on veut parler des stratégies de marque du futur, il faut parler aussi du consommateur du futur. Donc, les consommateurs du futur, aujourd'hui, ce sont les millennials, donc en partie la génération Y, la génération Z, donc entre les années 1980 jusqu'à 2000, ouais, disons en 2020, donc en fait c'est 40 ans, mais finalement on regarde les personnes entre 14 et 34 ans à peu près pour définir un peu les tendances. Bon, ce sont des personnes qui ont vraiment le sens de la valeur. C'est des valeurs qui leur sont chères et ils agissent en fonction de ces valeurs-là. Donc, ils demandent eux, ils ont fait le choix en fait de vouloir consommer un peu moins, mais mieux. Donc, c'est vraiment une prise de conscience des enjeux environnementaux, mais aussi sociétaux. Et ils demandent une transparence. Ils demandent vraiment une totale transparence autour des choses. Donc, le greenwashing, ça ne marche plus avec eux. Et juste le storytelling, si on s'arrête là, ça ne marchera pas non plus. Donc, en fait, il faut vraiment savoir répondre à ces besoins-là si on veut adapter sa marque au futur. Ils ont une vision internationale et ils sont ultra connectés. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont trouvé énormément d'informations et qui se parlent entre eux. Donc, du coup, ils ont découvert la puissance qu'ils ont et notamment qu'ils exercent à travers le boycott. Donc, si les marques, c'est pas encore pour demain, mais c'est dans un avenir qui est quand même relativement proche, ne réagissent pas à ces demandes des consommateurs, en fait, ils risquent un boycott, et un boycott de consommateurs, ça peut faire très mal. Donc, il y a aussi peut-être tout simplement qu'ils vont s'orienter vers d'autres marques et qui correspondent plus à leurs envies, à leurs besoins. Et dans ce cas-là, vous n'allez plus vendre parce que en fait, vous n'êtes pas en phase et vous n'êtes pas en ligne avec leurs demandes. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est il y a quand même des outils. Donc là, je me base sur une analyse de l'agence Forrester. Donc aujourd'hui, si on regarde, donc il y a une vraie exigence éthique et écologique du futur consommateur. Donc, en fait, il faut aujourd'hui donner du sens à sa marque. Donc, il faut creuser, regarder, mais qu'est-ce qui fait du sens dans ce que je fais et pourquoi je le fais? Parce que c'est ce sens-là qui va vous aider à fédérer les clients et même vos équipes autour de vous, autour de cette vocation commune. Donc, ce n'est pas en fait les personnes qui vont être en contact avec votre marque, ils ne vont pas juste consommer en sac en cuir, ou ils ne vont pas juste consommer, je ne sais pas, acheter un tableau ou de la céramique ou autre chose. En fait, ils vont vouloir bâtir quelque chose de plus grand ensemble avec vous. Donc, en fait, votre produit et votre marque devient un outil pour eux pour justement atteindre ce but supérieur qu'ils vont avoir. Donc, c'est très important de faire un travail autour de ça, de se reconnecter à ses origines, à ses sources et de surtout aussi l'articuler.
l'articuler et le dire, le vivre, le montrer. Là, on arrive au deuxième point. Donc, aujourd'hui, le nouveau consommateur, il demande que les marques agissent. Donc, juste le storytelling, ça ne suffit plus. Donc, aujourd'hui, il demande des actes. Donc, il demande que si vous dites que vous êtes éco-responsable, bah, il demande que vos produits le sont vraiment. Et ça va bien sûr du sourcing, en passant à la production, en passant par... là, je me suis emmêlée les pattes. Donc, mais ça concerne la production, ça concerne le sourcing, ça concerne l'envoi, ça concerne l'ensemble en fait de votre démarche. Et donc, il y a plus uniquement le storytelling. Le storytelling, il reste important. Donc, il faut que vous montrez ce que vous faites. Il faut que vous donniez accès à votre marque. Il faut que vous montriez l'arrière des coulisses. Il faut que vous donniez accès vraiment à l'histoire autour de votre marque et de vos produits. Mais il va falloir aller plus loin. Et donc, il faut y aller. Il faut faire ce qu'on dit et après dire ce que l'on fait. Et comme ça, vous allez pouvoir donner vraiment vie à toute votre démarche de stratégie de marque. L'expérience utilisateur est de plus en plus importante aujourd'hui. Bon, on est beaucoup dans le digital, mais on est aussi sur l'expérience utilisateur dans les magasins. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et ce qui est important là, c'est de travailler le plus proche possible l'utilisateur. Donc, vraiment selon ses besoins, vraiment selon sa propre... ses propres envies, selon son propre persona, il faut ajuster et adapter sa démarche. Donc aujourd'hui, on dit il n'y a pas une grande idée, mais il vaut mieux avoir plein de petites bonnes idées et mettre de la créativité dans tout ce qu'on fait et avoir beaucoup de bonnes idées qui vont traduire en fait cette expérience utilisateur dans tous les éléments qu'on peut trouver. Et le dernier élément, ce qui est vraiment important, c'est la data. Donc, la data, on la met partout. Aujourd'hui, c'est même dans l'artisanat d'art, même dans votre domaine, il y a vraiment la data. Il y a énormément de jeunes marques qui sont complètement data-driven, qui ont mis de la data partout et qui arrivent à bien se développer parce qu'ils se basent sur ces informations que les data leur donnent. Mais la data tout seul, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin de confiance. Et c'est extrêmement important qu'il n'y a pas d'abus avec toutes les informations clients que les clients vont vous donner. Et c'est même Apple, par exemple, ils ont fait tout un travail de publicité autour de ça, que tout ce qui est dans l'iPhone reste dans l'iPhone. En fait, il n'y a pas d'utilisation de la data à travers la vente des données à d'autres organisations. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand vous créez quand vous travaillez votre stratégie de marque, il faut que vous fassiez attention à répondre bien aux exigences des nouveaux consommateurs. C'est ça ce qu'on attend aujourd'hui des marques porteuses. Vous devez vous connecter aux origines de votre marque parce qu'il faut que vous soyez authentique. Et on ne peut que être authentique quand on est connecté à ses origines et ses propres convictions, ou les convictions de la marque. Et surtout, voilà, il faut travailler ce sens, cette vraie raison d'être, cette raison qui vous fait vous lever tous les matins et qui vous fait que en fait vous êtes passionné par ce que vous faites et que même vos salariés sont passionnés de travailler pour vous et votre marque. Voilà, c'est vraiment extrêmement important. Si on regarde une autre étude qui a été faite pour Only et Opinionway, donc il y a vraiment 90% des consommateurs européens qui se disent aujourd'hui sensibles à la consommation raisonnée et qui ont le sentiment d'agir pour.
Donc, c'est vraiment, on est passé du stade où on dit que c'est important, c'est en fait, ils ont le sentiment qu'ils agissent qu'ils font attention à leur consommation, qu'ils font attention à leur mode de vivre. Et on a encore plus de Français qui attendent que les entreprises fassent le même effort. Sauf que, en fait, en réalité, au niveau de la perception, il n'y a que 12% des entreprises, 12% des consommateurs français qui pensent qu'il y a une vraie capacité et volonté du côté des entreprises pour agir. Donc, il y a énormément d'attentes vis-à-vis de vos stratégies de marque. Donc, il faut vraiment y aller. Là, maintenant, je vais vous parler je vais vous montrer quelques exemples. Il y a peut-être des gens qui sont même dans le public. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Noma, donc Noble Matière, qui est un éditeur de mobilier et design. Et en fait, c'est une toute jeune marque. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas 2 ans. Ils se sont basés sur la éco-conception. Ils ont fait appel à un certain nombre de designers de renom. Parce que selon eux, le beau, c'est le plus puissant vecteur de changement. Ils ont envie de changer le regard sur les matières recyclées. Donc, ils sont sur l'éco-conception, la fabrication la plus française possible et surtout la transparence. Vous voyez en bas à gauche, en fait, là, on est sur une chaise qui a été faite par Aki Arnaud Coren et qui utilise plus que 93% de matières recyclables. Ou recycler, pardon. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que là, ils sont vraiment passés à l'action, ils ont fait le choix de travailler autour de ça. Après, ils ont bien sûr d'autres produits qui n'ont pas le même niveau de matériaux recyclés, mais cette démarche, elle est dans tout ce qu'ils ont conçu et dans tout ce qu'ils vendent. Donc, il y a aujourd'hui des marques qui s'engagent clairement autour de ça. Et vous allez me dire que c'est toujours plus simple quand c'est une jeune marque qui commence avec ses concepts de départ. Oui, mais c'est jamais trop tard. Deuxième exemple, c'est une marque de mode éthique. Il s'appelle Two Thirds. Pourquoi il s'appelle Two Thirds? Parce que 2/3, en fait, c'est la surface de la Terre qui est couverte par l'océan, par l'eau. Donc, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est dans leur marque, ils ont intégré tout ce qu'il faut pour protéger les océans. Et donc, en fait, ils travaillent à partir de matériaux recyclés, excusez-moi, ou avec un impact environnemental modéré. Donc là, par exemple, vous voyez en fait, la répartition en fait, de la consommation en eau et en ressources des différents matériaux qui peuvent être utilisés, donc le coton conventionnel, le coton recyclé, le coton organique, voilà, le bio. Donc, en fait, c'est de nouveau la transparence, de nouveau une cause supérieure. Donc là, c'est la protection de l'océan. Et du coup, ça leur permet, en fait, les gens qui vont acheter chez eux, ils sont prêts à faire des sacrifices. Par exemple, eux, ils travaillent à la précommande. Donc, si vous voulez acheter un pull, déjà, c'est essentiellement vendu en ligne. Donc, si vous voulez acheter un pull, ben, en fait, il sera produit ou prêt pour l'expédition dans 2 mois. Donc, il va falloir que vous attendiez 2 mois jusqu'à ce que vous allez recevoir votre pull. Et si en plus, vous avez peut-être commandé 2 choses dont un va être prêt plus tôt, vous allez attendre jusqu'à la fin pour que c'est expédié en un seul colis et pas en 5. Et surtout, ils manifestent aussi leur soutien à des ONG. Là, par exemple, ils ont fait une campagne de fundraising pour WWF Espagne qui fait un travail formidable autour de la protection de l'océan. Donc, en fait, il y a différentes façons de faire, mais il y a des marques qui vont donner un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour une cause et d'autres qui font des actions en fait, où ils vont juste activer leur communauté pour agir autour de leur cause qu'ils ont définie. Voilà. Donc, c'est des marques qui ont tout à fait une belle histoire à écrire. Un dernier exemple autour de ce sujet-là, c'est une marque de joaillerie éthique Quite Quiet. C'est un label allemand, donc ils sont basés à Berlin.
Et en fait, ils travaillent que des matériaux durables. Donc, ils travaillent donc l'or Fairtrade. Le Fairtrade, c'est un concurrent au Fairmine, mais c'est à peu près la même chose. Ils ne travaillent plus les pierres précieuses naturelles. Ils travaillent plus que des pierres de synthèse. Et ils utilisent, par exemple, comme on voit ici sur l'image, aussi la céramique dentaire, qui est très, très résistante dans leurs bijoux. Et comme ça, ils sont sûrs d'avoir une belle performance parce que si vous avez une bague en porcelaine aujourd'hui, elle risque de se casser très facilement, alors que cette céramique-là, elle est plutôt très résistante. Ils font tout ce qu'ils peuvent le plus localement possible. Voilà. Donc, tous ces marques-là, ils ont été construits autour d'une mission, autour de quelque chose, et ils intègrent aussi tous l'innovation. Donc, quelles sont les opportunités pour les marques de savoir-faire? Donc, on a aujourd'hui un environnement qui n'est pas forcément facile. Hein. On a la pression du prix, on a des difficultés de rentabilité, le consommateur il est exigeant. Voilà. De toute façon, il faut intégrer aujourd'hui l'aspect écologique et sociétal. C'est difficile aussi, hein, parce que ça va peut-être augmenter les prix. Voilà. La crise sanitaire, elle en ajoute encore. Mais voilà, donc ça, avec une bonne approche stratégique, en fait, tout se justifie et cette nouvelle stratégie de marque, elle permet de gagner en fait de nouveaux clients et de fidéliser ceux qui sont déjà vos clients. Donc moi, j'aimerais bien faire un petit focus sur l'échange et la collaboration, parce que moi, je suis convaincue que en fait, le futur du craft, il est dans l'échange et la collaboration avec le design et l'innovation. Donc, on a vraiment trois entités qui, pour moi, agissent au niveau égal. En fait, chacun a un savoir-faire qui est unique à lui et qui permet, en fait, si c'est une belle collaboration, de se nourrir les uns des autres. Donc, on a le craft qui apporte vraiment son savoir-faire, la connaissance de la matière, qui a un peu toujours eu cette innovation dans le sang. C'est quelque chose on a toujours essayé de faire le mieux, de faire plus facilement, plus vite, de réutiliser les chutes, d'essayer d'améliorer les processus. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN du craft. On a le design qui peut apporter un questionnement de l'existant, en fait, qui peut être de différentes approches. Ça peut être vraiment une approche très stratégique qui intervient dès le départ et qui va finir par donner forme et par modifier les processus. Ou ça peut être juste une approche formaliste, en fait, de juste faire un travail sur le design. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller plus loin, d'aller justement jusqu'à l'approche stratégique. Et après, là, on a l'innovation. L'innovation, elle est souvent, quand on a ces duos-là, elle est appelée presque automatiquement. Et elle peut être dans plein de choses. Elle peut bien sûr être dans le processus, elle peut être dans le produit lui-même, elle peut être dans le service, elle peut être dans la distribution. Il y a énormément d'endroits où elle peut intervenir, et soit c'est à travers en fait l'interaction avec des ingénieurs, avec des chercheurs et avec des institutions, soit c'est quelque chose qui va surgir de l'interaction entre le designer et l'artisan. Voilà, c'est quelque chose qui est devenu presque un mouvement. Donc on a quand même, par exemple le prix de la main de la Fondation Bettencourt-Schuller, qui est le prix Dialogue, en fait, qui justement récompense des belles interactions, des belles collaborations qui ont eu lieu. Il y a la Fondation Hermès aussi, à travers l'Académie des savoir-faire, qui pousse dans cette direction. Donc, c'est vraiment un levier qu'il ne faut pas sous-estimer si on veut donner de la valeur à son entreprise. Et je vais vous parler de quelques petits exemples.
Donc, le premier, c'est la société Gieswein qui faisait... D'abord, c'est une société autrichienne dans les Alpes j'aime beaucoup. En fait, je crois que c'est la 3e génération maintenant qui dirige la société. Il travaillait la laine et le feutrage. Et il faisait des pantoufles, comme vous le voyez au milieu. Donc, aujourd'hui, le marché des pantoufles en laine feutrée, je pense, c'est pas... Voilà, le marché, il n'est pas en croissance, en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, il y a les 2 fils de l'ancien propriétaire qui ont repris la société et ils ont fait un travail autour du tissu. Donc, en fait, ils ont développé un nouveau tissu à base de laine qu'ils ont maintenant décidé d'utiliser pour les baskets. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont allés plus loin, ils travaillent même un tissu en bambou, il y a d'autres fibres qui rentrent en jeu. Mais ça, c'était la base. Donc, en fait, ils ont réinventé la laine, réinventé le processus de la fabrication et ils se sont accrochés à un engagement écologique et éthique. Donc, en fait, tout ce qui est leurs déchets en laine, c'est recyclé. Ils sont sur une ressource complètement renouvelable et en plus, ils utilisent de l'eau, 80% de l'eau est retraitée dans leur production. Donc, en fait, le feutrage de la laine, ça demande beaucoup d'eau. Donc, ça fait absolument du sens de faire attention à recycler son eau et ne pas le gâcher à chaque fois, même si on est dans les montagnes et on a beaucoup d'eau à disposition. Voilà, c'est une très belle entreprise. Aujourd'hui, il y a aussi en France des entreprises qui travaillent dans cette direction. Donc, c'est une belle idée. Et je ne sais pas si Cyril est avec nous. Donc, il y a Domé, qui, pareil, une société pas très, très ancienne, qui ont travaillé justement sur l'innovation, un alliage entre l'or et le tungstène. Donc, ils ont réussi à créer un or blanc extrêmement blanc. Donc, pour ceux qui le connaissent, en fait, l'or blanc, les alliages traditionnels, c'est plutôt en or gris qu'il faut sublimer après avec un bain de rhodiage. Donc, il n'y a plus d'or, en fait, c'est du rhodium qui est mis en fine couche dessus. Et ils ont créé aussi un procédé de dorure à sec. Donc aujourd'hui, on peut l'utiliser sur des matériaux organiques, alors qu'avant, c'était que en électrolyse, donc il fallait que ça soit un métallique en dessous. Voilà. En plus, ils s'engagent sur l'or recyclé. Et là, ils travaillent avec Fairmind, donc c'est très intéressant dans leur démarche. C'est aujourd'hui, il faut faire attention à l'impact environnemental qu'on a. Donc, voilà. Pour moi, c'est le bon réflexe, même si au début, chez eux, c'était presque nécessaire parce que c'était l'or recyclé, en fait, qui était la seule matière première qu'ils pouvaient utiliser. Voilà, bon, Cyril, il parlerait mieux que moi de son entreprise, mais c'est juste pour vous montrer, l'innovation, elle donne énormément de possibilités dans les domaines des métiers d'art, mais encore après, ça peut être appliqué aussi ailleurs. Un autre focus sur le design et les entreprises. Donc là, vous voyez à droite, en fait, les différents niveaux d'implication du design dans les entreprises. Donc le step 1 en bas à gauche, c'est il n'y a pas de design, en fait, il n'y a pas d'implication, ça ne fait pas partie de préoccupation. Le deuxième, c'est on utilise le design, mais uniquement pour le style et la forme. Après, en troisième niveau, on l'intègre dans le processus de développement. Et en quatrième, ça devient vraiment un élément stratégique, c'est un axe stratégique de développement pour une société. Et aujourd'hui, donc les chiffres sont danois parce que c'est un schéma danois, c'était une étude danoise à la base. Aujourd'hui, les PME françaises, ils sont à 60% à l'étape 1, qui est l'étape 0. Donc, en fait, le design n'a pas d'impact dans ces entreprises-là et 25% sont sur le style. Donc, il y a énormément de potentiel, énormément de choses qui peuvent encore être faites parce que en fait, l'intégration de cette démarche de recherche et d'innovation au sein de tous les PME a énormément de potentiel. Donc, si on regarde les opportunités qui peut avoir cette démarche
autour du travail de l'image de marque. Donc, ça va vous valoriser et sauvegarder votre savoir-faire. Donc, ça va pas du tout le tuer, ça va plutôt le enrichir et même peut-être parfois le réinventer. Ça va vous permettre d'adapter votre entreprise au futur et ça va donner une toute nouvelle dimension à vos entreprises. Donc, ça permet de sauvegarder du travail, de faire prospérer les régions et surtout, ça permet de continuer à puiser dans le potentiel inestimable des métiers d'art et des techniques ancestrales. Il y a une étude de Bpifrance Design qui dit que, en fait, les entreprises qui sont engagées dans une démarche de design au sein de leurs entreprises, qu'en fait, ça s'était rentabilisé sous 2 ans pour 60% des entreprises. Donc, ça veut dire cette démarche-là, elle porte ses fruits. Et c'est quelque chose qui se valorise à travers la vente assez rapidement. Donc, c'est un vrai levier que tout le monde peut utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides aussi pour justement entamer des démarches comme ça. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore sensibilisé, de peut-être vous renseigner. Et de toute façon, en fait, là, on voit quand une stratégie fonctionne, ça veut dire que les ventes augmentent. Et si sous moins de 2 ans, les entreprises ont rentabilisé leur investissement, ça veut dire que les ventes, ils ont bien augmenté. Je vais vous donner juste encore 2 exemples d'entreprises justement qui ont, à travers de cette démarche en fait, d'intégrer le design, ont transformé complètement leur image de marque et leur stratégie de marque à l'intérieur. Donc, Alki, vous le connaissez, ça date maintenant de quelques années. Je crois que c'était en 2005 qu'ils ont commencé à collaborer avec Jean-Louis Iratsuki et cette rencontre, elle a été capitale pour eux parce qu'ils avaient en fait une telle pression du marché avec les autres pays qui rentraient sur le marché français et qui proposaient du mobilier à un prix beaucoup plus bas que eux ils n'étaient capables de le fournir. Donc du coup, ils avaient besoin de revoir leur stratégie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont revu leur positionnement, ils ont revu leur marché à qui ils s'adressaient. Donc, aujourd'hui, c'est plus les particuliers, ils font plus des tables ou des assises pour le salon et pour la salle à manger. Ils se sont adressés au marché du contract, qui est le marché de la hôtellerie, c'est le marché de toutes les institutions qui reçoivent du public. Ça peut être des bibliothèques, des aéroports, voilà. Et en même temps, ils ont une vraie approche écologique et aussi un engagement sociétal. Donc, Alki, c'est une coopérative qui est au Pays Basque et qui à l'époque, ils ont fondé cette entreprise, cette coopérative pour pouvoir travailler et vivre au Pays Basque. Donc, c'est vraiment un engagement très, très fort et à l'époque encore beaucoup plus fort qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens de travailler à distance que c'est devenu beaucoup plus facile. Et là, vous voyez, alors qu'en général, ils travaillent le bois, ils ont sorti la première chaise en bioplastique qui est donc la coque, elle est en bioplastique disponible de différentes couleurs. Et elle complétait un peu leur gamme de bois naturel parce qu'ils avaient envie d'aller justement plus loin et de revoir un peu leur impact global. Dernier exemple, c'est la société Samod qui a créé la gamme, la marque Samod Studio. Donc Samod, un fabricant de luminaires pour l'éclairage industriel et architectural, qui avait besoin de chercher du nouveau marché aussi, parce que en fait, l'éclairage industriel en France, c'est pas un marché qui est en forte croissance, parce que les industries sont toujours régulièrement délocalisées. Et en même temps, ils avaient besoin de dynamiser leur image de marque, parce que cette société, justement, presque centenaire, avait besoin de
donner un petit peu de peps à leur marque au global. Donc, ils ont commencé une collaboration avec Normal Studio qui a pris la direction artistique et après qui a amené d'autres designers comme Stefan Dietz et autres. Et en fait, ça a vraiment donné une nouvelle vie à cette société à travers la création d'une marque de luminaire design qui ont quand même une racine dans l'éclairage architectural. Là, sur la photo, on voit une lampe qui a été faite pour les 90 ans de la société et qui part d'un modèle qui était fait pour l'éclairage de four qui tenait des températures à 200 degrés et qui a été adapté à un usage beaucoup plus domestique. Et d'ailleurs, en fait, c'était devenu évident de créer ce type de marque parce que on se rendait compte que les clients de Saint-Maud, ils commençaient à utiliser les luminaires industriels pour les fours et les utilisaient dans les restaurants. Ils les suspendaient au-dessus des tables alors que c'était des lampes qui étaient censées être dans le lieu de fabrication. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si on regarde dans le détail la stratégie de développement dans sa globalité, donc on commence toujours avec une stratégie de marque. Après, il peut y avoir des marques qui ont déjà fait un gros travail autour de ça. Donc, du coup, c'est fait, on peut se baser dessus. Et on peut intervenir donc sur l'étape 2, qui est l'amplification. Donc, en fait, de donner vie à cette magnifique stratégie qui a été mise en place et en fait de l'amplifier, de la diffuser et de donner de l'ampleur à cette marque et du coup atteindre des nouveaux clients, être là, fidéliser les gens. Donc, toute la démarche communication et marketing digital. C'est le webinaire qui aura lieu dans 2 semaines, pareil, mardi matin à 11h. Et un troisième niveau, c'est l'internationalisation. Donc, en fait, une fois quand une marque est bien établie sur son marché d'origine, c'est très intéressant, ça peut être un levier très puissant, en fait, de s'ouvrir vers l'international, soit sous forme de réaction, donc en fait, on cherche à exposition en salon et après on répond aux demandes entrantes, soit via une vraie stratégie guidée, où on se dit c'est tel marché qui est le plus porteur pour mon produit et ma marque, donc je vais commencer à développer vraiment ce marché-là de manière très construite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous invite, si vous avez envie, n'hésitez pas de me contacter pour discuter avec moi de vos propres projets.